C'est en toute modestie, mais avec grand plaisir que je viens vous présenter et partager une réflexion sur le mourir à domicile. Mon propos s'inscrit dans le partage d'une démarche d'éthique clinique qui s'attache à l'analyse du contexte, le mourir au domicile, que nous développerons dans une première partie, avant d'illustrer dans une seconde partie tout l'intérêt du processus de prise de décision comme démarche éthique. En conclusion et pour perspective, cette vision d'une éthique clinique encourage les coopérations professionnelles, s'attache aux valeurs du respect et de l'humilité dans l'accompagnement des patients dans leur projet de décéder à domicile. Alors, au préalable, comment aborder la question éthique du décès à domicile ? Donc, le choix d'une éthique clinique ancrée dans les pratiques de soins et d'accompagnement, puisque je suis professionnelle de santé. Cette approche s'attache à différents aspects de la mort au domicile, philosophique, anthropologique, sociologique, organisationnel et économique, entre autres. Elle s'imprègne, pour les dépasser en tout cas, sans s'y limiter aux 4 principes de la bioéthique, que sont le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice. Ceci pour porter avec Paul Ricoeur une visée de l'éthique, comme la visée d'une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Cette approche éthique s'est appropriée la démarche, telle promue notamment par le Centre d'éthique médicale de Lille, une démarche contextuelle, réflexive et pragmatique. Une démarche inscrite dans un processus d'apprentissage et de transformation des pratiques, avec le souci d'être en posture de praticien réflexif qui réfléchit à son action, attentive au contexte du soin, le soin d'accompagner le décès à domicile et toute sa complexité. En effet, force est de constater qu'aujourd'hui, le mourir au domicile s'inscrit dans un contexte complexe. La complexité tient à l'interaction de plusieurs dimensions que nous développerons dans la première partie de ce propos. Le contexte étant bien évalué, les problèmes éthiques se posent quand les visions bonnes ne sont plus partagées. Alors, au-delà de la décision prise, souvent d'ailleurs, à défaut de consensus possible, un compromis le moins mal possible, qui résout le moins mal possible le conflit éthique, c'est vraiment l'approche, le processus de prise de décision qui se doit d'être éthique. C'est ce que nous développerons dans la deuxième partie de notre propos. Pour commencer, nous tenons à nous attarder à bien analyser et comprendre la complexité du contexte du mourir à domicile. Cette complexité tient à l'interaction de plusieurs dimensions que nous allons détailler. Attardons-nous tout d'abord à ce fait social, une médecine technoscientifique et une médicalisation de l'existence. Alors, vous verrez que je me suis largement appuyée dans mon topo à des illustrations du dessinateur Dufy, que je remercie. Ainsi, ne peut-on pas se demander à quelle hauteur la médecine a favorisé la médicalisation de la fin de vie, en multipliant les compétences au chevet du patient, en créant des besoins, et comment la revendication des patients, des citoyens à une bonne santé, au culte de la performance, a pu favoriser cette médicalisation. Cette médicalisation de l'existence se constate jusqu'au décès. Vous voyez dans cette étude qu'en 2008, la majorité des Français décèdent à l'hôpital. Dans cette même étude, en 2003, on est à 56% des décès à l'hôpital et on constate que 71% des patients atteints de tumeurs, tous stades confondus, décèdent à l'hôpital. Qu'en est-il des soins palliatifs ? Selon un sondage IFOP mené en 2010, 81% des Français déclarent vouloir passer leurs derniers instants chez eux et seuls 20% des personnes en soins palliatifs, atteintes de cancer ou non d'ailleurs, décèdent au domicile. Comme nous sommes au régional de cancérologie, je vous ai mis quelques chiffres sur la population atteinte de cancer et en soins palliatifs, et vous voyez que il y a moins de 30% de patients atteints de cancer qui décèdent en soins palliatifs au domicile. Quels sont les fondements de ce constat ? Alors, probablement un décalage entre le mourir au domicile quand on est encore en bonne santé, en tout cas bien portant, et quand réellement la maladie, le handicap sont là. Savoir que le souhait de finir sa fin de vie chez soi n'implique pas forcément mourir chez soi. Il y a les changements, les cheminements des patients, les transferts au dernier moment pour des symptomatologies difficiles à gérer à domicile
l'espoir que la médecine puisse encore répondre techniquement à la prise en charge de ces symptômes, la défaut de formation des professionnels. Cette médicalisation nécessite un réel partenariat entre équipes hospitalières référentes et les professionnels du domicile pour que les protocoles hospitaliers soient réalisables au domicile. Les coopérations ville-hôpital permettent alors de construire le PPS avec éventuellement un accompagnement de la démédicalisation avant le retour à domicile quand cela est pertinent, ou alors la formation des soignantes de l'équipe relais au domicile si besoin. En tout cas, toujours dans l'accompagnement, l'assurance de personnes ressources bien identifiées pour le médecin traitant notamment qui sera le référent médical au domicile. Voilà, et puis quand on fait rentrer la technique au domicile, il ne faut pas oublier la famille, parce que la famille, on l'implique souvent dans les soins d'accompagnement de fin de vie à domicile. À tel point que parfois, l'absence de famille peut être une limite au retour à domicile. Alors, au sein de notre structure HAD de Bayeux, l'absence de famille ou d'entourage n'est pas un facteur exclusif de non-retour. Ceci, bien sûr, entraîne de bien identifier les relais possibles au domicile et de travailler la prise de risque, notamment en cas de complications aiguës identifiées. Ce risque est alors partagé avec le patient, l'entourage, s'il existe et même s'il est éloigné, et les équipes soignantes. Ça, je vais passer. En gros, c'était juste pour dire que, contrairement à une idée reçue, il y a, dans une étude IFOP de 2011, 11% des personnes décédées sont décédées seules, alors que 41% d'entre nous pensent que le nombre de patients décédant seuls est bien plus élevé. Mais assumer la mort à domicile pour l'entourage signifie de pouvoir dépasser la peur de la mort. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de citoyens n'ont pas côtoyé la mort. Il faut aussi dépasser l'isolement des proches. Il y a des embroglios familiaux, il y a des dislocations familiales. Il faut aussi préparer à l'inconnu de l'agonie, source parfois de panique si elle n'est pas préparée, parce que aussi parfois, même préparer l'agonie n'est pas sereine. En tout cas, il faut favoriser la place des aidants dans notre société en respectant mieux leur intimité, en appréciant et reconnaissant leur capacité à s'investir et en faisant connaître les aides existantes financières et humaines. Créer des temps de répit pour éviter leur épuisement. Autre point, quelle place est accordée à la mort dans notre société ? Alors, en tant que soignants, sommes-nous toujours disponibles pour parler de la mort avec nos patients ? Sommes-nous en capacité à accueillir et écouter l'autre ? Je pense qu'on voit, tous sur les écrans télé, sur Internet, on s'aperçoit que la mort est médiatisée, elle devient abstraite, dépersonnalisée, médiée par ces écrans, qui fait, selon Le Guay, un auteur en 2008, qui écrit « La mort devient extraordinaire au double sens du mot, hors de l'ordinaire de nos vies ». On a aussi cette mort qui est revendiquée. Vous me voyez venir avec ces demandes d'euthanasie, de suicide assisté. Je voulais quand même vous citer une étude parue dans le JAMA en 2000 qui révèle que 60% des patients en phase terminale, donc ça c'est aux États-Unis, envisagent l'euthanasie ou le suicide assisté, mais seulement 10% pour eux-mêmes et 50% changent d'avis avant leur décès. Je pense que vous avez entendu récemment l'actualité de cette jeune femme atteinte d'une tumeur cérébrale qui a déménagé dans l'État d'Oregon et qui avait projeté de décéder le 1er novembre. Elle a aussi fait part qu'elle ne décéderait pas le 1er novembre, mais finalement, je ne sais pas si elle est décédée le 1er ou le 2. En tout cas, j'ai entendu hier qu'elle s'était donné la mort. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est mort revendiquée. On peut espérer, avec Jacques Ricot, que l'idéal vers quoi le système tend peut-être, c'est celui d'une mort pacifiée et individualisée, c'est celui d'une mort volontaire mais sans le caractère tragique du suicide. Excusez-moi, j'ai perdu mon... oui, c'est ça, celui d'une mort volontaire mais sans le caractère tragique du suicide, celui d'une bonne mort mais sans l'aspect meurtrier de l'euthanasie.
Il y a aussi toute la réflexion sur la place des endeuillés, la diminution des rites traditionnels, la sécularisation de notre société. Là, je vous renvoie à Michel Hanus. Il y a quand même de nouveaux rythmes qui sont à réfléchir, l'augmentation de la crémation, les funérailles virtuelles. Et puis toute la réflexion avec mes professionnels des sciences humaines et sociales. Dans les années 70, on parlait de mort-nier. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la mort reste l'ultime perte. Un autre aspect, ce sont les contraintes organisationnelles et économiques des différents lieux de soins, l'hôpital, le domicile. Le retour à domicile pour y décéder doit nécessairement être pensé en tenant compte des contraintes organisationnelles. L'absence de certaines compétences pour ajuster les thérapeutiques. Il faut savoir qu'un médecin généraliste, en moyenne, accompagne 3 de ses patients par an en soins palliatifs. Donc, c'est pas la manipulation de certaines molécules, notamment injectables, c'est pas son quotidien. Au domicile, il y a un temps de réactivité plus long. Le délai de route, ne serait-ce que pour changer pour mettre en place une sonde urinaire pour lever un globe, si on n'a pas la sonde urinaire sur place, bon voilà, c'est pas si simple que ça. Et puis au domicile, il faut travailler la cohésion du projet, la cohérence d'équipe, la communication entre les différents professionnels. La tarification des soins tend à vouloir favoriser le développement des prises en charge à domicile avec un coût moyen de journée 3,5 fois moins cher en HAD qu'en hospitalisation traditionnelle. Pour autant, le coût des soins palliatifs à domicile comme à l'hôpital est parfois important. Il y a le coût des molécules et puis il y a le coût humain. Sur le plan juridique, je pense que vous connaissez tous ces différentes lois, donc je passe. Et il ne faut pas oublier que la judiciarisation de la médecine se voit aussi jusqu'en fin de vie. Sur le plan politique, alors, il y a eu un élan avec certains plans, les plans de développement des soins palliatifs, un élan des soins palliatifs depuis les années 80, circulaire Larocque 1986. Il y a aussi la volonté des pouvoirs publics de développer les prises en charge au domicile, une circulaire de décembre 2013 de la DGOS qui nous incite à doubler nos capacités. Et puis dans le plan cancer, alors je ne le maîtrise pas trop, mais de ce que j'ai pu lire quand même, je me suis attachée aux objectifs 2 et 7 avec des actions qui insistent sur l'interface ville-hôpital, le souci de l'information, le souci des lieux d'hébergement et des aidants. Voilà. Il ne faut pas oublier toutes les incertitudes. Les incertitudes face à l'évolution de la maladie, face au cheminement des patients, au cheminement des familles, des soignants, les décalages entre eux qu'il faut repérer. Il s'agit d'évaluer et réévaluer régulièrement les capacités des uns et des autres d'assurer un accompagnement de la fin d'une vie au domicile jusqu'au décès. Nous en venons maintenant à la seconde partie de notre propos. Alors, cette seconde partie s'attache à montrer toute l'importance du processus qui a amené à la décision du décès à domicile. Ce processus de prise de décision est soucieux de prendre en compte plusieurs aspects. Tout d'abord, la médecine étant une science où la place de la relation médecin-malade, soignant-soigné est incontournable, il convient de laisser une large part au dialogue. Dans le projet de favoriser un décès au domicile, cet espace de parole, soucieux d'une parole authentique, doit écouter et entendre la personne malade avant tout, mais aussi son entourage, famille, soignants, représentants des bénévoles et représentants du culte. Il s'agit de donner la parole aux acteurs qui vont construire et participer au projet de fin de vie à domicile. Par ailleurs, ce processus veille, dans une prise en charge globale, à favoriser la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité. Le travail en équipe
et de coopération ville-hôpital est primordiale. Il n'est pas toujours simple de respecter les différents points de vue. Nous rejoignons Dominique Jacquemin pour reconnaître que tous les membres de l'équipe sont des personnes possédant les mêmes capacités éthiques. La responsabilité médicale, à mon sens, est de les encourager à s'exprimer. Ce processus de décision doit laisser la place sans appréhension et avec mesure au doute. Douter, c'est faire preuve d'humilité, ce qui permet sans difficulté de solliciter un confrère en relais qu'en faute de disponibilité physique ou autre, mais confronté à nos limites, il est préférable de passer le relais. Et reconnaître ses limites, ça évite aussi pour nous tous soignants d'éviter le sentiment de culpabilité. Passer le relais à un confrère ou à un collègue ne signifie pas ne pas assumer sa responsabilité. Selon Paul Ricoeur, je suis responsable parce qu'un autre compte sur moi. Et pour Lévinas, le visage d'autrui me convoque. Dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable. En tant que soignant, c'est une convocation à la solidarité, à la cohérence des soins et de la parole. Il s'agit de rester authentique et affirmer la valeur inconditionnelle de la personne. La responsabilité médicale se veut comme médiation avec la technique, questionner la légitimité de la énième chimio, de l'introduction d'une nutrition artificielle ou au contraire de son arrêt. La responsabilité médicale est dans la construction d'un espace délibératif, questionner comment l'autre vit son rapport au corps, au temps, à autrui. Une des pistes, c'est de demander au patient de nous faire le récit de son expérience individuelle face à la maladie, ce qui permet pour lui de constituer son soi. Le processus de prise de décision éthique porte également une attention au respect de l'autonomie réelle, celle qui se donne à voir dans des capacités. Là, je vous renvoie au sujet capable, tel défini par Paul Ricoeur. Un autre aspect qui participe au caractère éthique de la prise de décision est la connaissance des organisations, des techniques, la volonté d'une démarche qualité, soucieuse aussi de la répartition des ressources de santé publique et du coût des soins palliatifs. Ceci s'inscrit totalement dans une démarche palliative qui participerait même, dans certains cas, à augmenter l'espérance de vie. Là, je fais référence à une étude parue en 2010 dans le New England Journal of Medicine qui montre que les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique et recevant des soins palliatifs associés au traitement standard ont une qualité de vie améliorée, souffrent moins souvent de dépression, mais vivent aussi plus longtemps que les malades qui reçoivent des traitements standards seuls, avec près de 3 mois de survie. Donc là, c'est aussi ce qu'on est en train de faire tous, notre développement professionnel continue, médecins, soignants. Je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas mettre celle-ci. Du coup, pour terminer, mais avant de conclure quand même, quelques illustrations cliniques de mon propos. Puisqu'on a à peu près 5 minutes peut-être, ça va être un choix cornélien. Je vais vous prendre Madame C, Madame P. Alors là, c'est pour insister qu'aujourd'hui, le cancer, parce qu'on peut observer que le cancer est, dans certains cas, devenu une maladie chronique, avec toute la problématique du handicap, de la dépendance, pour le patient lui-même, son entourage et les soignants. Et dans ces cas-là, comment penser au mieux à ces conjoints, à ces soignants, quand il faut des fois organiser des répits. On est dans le souci de bienfaisance. Le coût des gardes malades, là aussi, c'est le principe de justice. Il y a des aides qu'on peut débloquer, notamment pour ceux qui connaissent le fameux fonds FNAS, renouvelable une fois. Oui, mais quand la situation perdure au domicile et que les aides sont déjà débloquées, voilà, comment on fait pour accompagner ces patients et leur entourage. Et puis le souci des équipes, avec l'importance du dialogue, quand la personne, notamment en cas de coma semi-vigile sur glioblastome, on est dans le tarissement relationnel, l'absence de repères pour se sentir aidant.
ce qui rejoint une mort à la relation avant la mort. Voilà, comment limiter ça? Une autre situation, et du coup ce sera la dernière, voilà, que j'ai assez récente. Et je vais vous parler de Monsieur T, avec un épisode aigu potentiel identifié. Un homme de 62 ans, cancer du œsophage, évolution tumorale à type de l'envahissement de l'endoprothèse œsophagienne, source d'accès douloureux paroxystique et aussi d'hémorragie digestive. Le retour à domicile a été favorisé en HAD, mais c'était loin d'être évident. Pour ça, il a fallu dépasser nos propres projections de soignants, puisque dans un souci de non-malfaisance pour la famille, avec l'identification qu'au domicile allait venir habiter un petit-fils de 5 ans, au départ, on n'était pas forcément favorable à favoriser ce retour à domicile. Pour autant, il faut avoir fort la créativité éthique des tiers quand on est dans le dialogue et dans la construction d'un devenir. Là, le tiers, c'est en l'occurrence l'épouse et la fille du patient, qui spontanément, dans l'entretien, nous ont émis l'idée de mettre un paravent dans la salle où le lit médicalisé allait être installé et compter également sur le voisinage pour accueillir le petit-fils en cas de symptomatologie aiguë. Donc là, on voit bien que le dialogue, le respect de l'autonomie, notamment de l'entourage, l'humilité aussi en tant que soignant, ont permis à une prise de décision éthique. Pour conclure et en perspective, pour pouvoir favoriser le projet de vie du patient, l'accompagner jusqu'au décès à domicile si tel est son souhait et que la réalité le permet, nous retiendrons comme pilier éthique de l'accompagnement le respect et la connaissance empruntés à Michel Anus dans l'accompagnement des endeuillés, auquel nous tenons à ajouter la valeur du doute. Le doute tel développé par Edgar Morin comme attitude prudentielle face à la vulnérabilité de l'homme mourant. Il s'agit ainsi de favoriser les coopérations dans le respect et l'humilité, à encourager la formation, maîtrise technique, travail sur les émotions, les représentations, dans une démarche de sécurité et de qualité de soins coordonnés. Comme le dit Bernard Cadoré, il ne s'agit pas pour l'homme d'être humain malgré la technique, mais avec elle. Et surtout, ne pas vivre l'hospitalisation pour décéder comme un échec, ce qui reste à travailler en équipe. Alors à bientôt. Merci. Je pense que je rebondis sur la place de la mort dans la société. On n'empêcherait pas de dire, c'est vrai qu'on a beaucoup évacué. Et le mot récent d'une collègue infirmière qui dit faut peut-être remettre la mort à la mode, remettre un peu de tendance. Et puis l'importance, et je crois que c'est vrai au domicile, quand les patients sont au domicile, l'importance du dialogue entre tous les acteurs, avec la famille, préparer, puis aussi, et je mets aussi l'expression de prise de risque. Notamment, je pense notamment des personnes qui veulent rentrer à domicile et pour lesquelles il n'y a pas d'aidant à domicile, qui sont parfois des freins en ayant but parfois des refus de prise en charge parce que la personne est seule, qu'il faut inventer des choses et puis aussi soulager les aidants et tout ce qu'on peut mettre en place pour les aides de nuit. Récemment, on était assez préoccupés par les soucis pour un patient à domicile, trouver des aides pour la nuit, pour la journée, pour prendre cette personne qui était toute seule à domicile. Donc je pense que vous avez bien illustré tout ça et tous les enjeux que l'on a et à développer et permettre aux personnes qui le souhaitent de finir leur vie. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à inventer dans une situation. Et Thierry Gondon en a parlé lors de l'élaboration du Strauss, peut-être aussi parfois des aidants qui sont angoissés. Par exemple la nuit, et peut-être qu'il puisse y avoir un soignant qui puisse être présent aussi la nuit au domicile pour certaines situations. Je vais laisser la parole à quelques questions peut-être. On a peut-être le temps d'en prendre 2-3. Ouais. Sans être trop bavard. Oui, on a du temps. S'il y a des personnes qui ont... La mort a fait taire. Ouais, je vois, voilà, monsieur là-bas. Est-ce que, selon vous, il existe des inégalités sociales face à la question de la mort au domicile ? Est-ce que, par exemple, les conditions de vie précaires peuvent être un frein à l'organisation d'un décès au domicile ?
C'est une bonne question. L'Observatoire national de la fin de vie est en train d'analyser des données d'une enquête menée auprès des structures HAD sur l'ensemble du territoire national, justement avec cette question de la précarité. Oui, ça peut être un frein, et du coup, c'est comment on dépasse ce frein pour quand même construire un retour à domicile si c'est le souhait. J'ai pas les réponses, chaque situation est singulière, mais c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Merci pour la belle présentation. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, c'est sur la mort revendiquée, suicide assisté, etc. La loi Leonetti, elle prévoit tout ça. Je pense que c'est le cas, et peut-être qu'elle est un peu méconnue. Et la deuxième question, on a parlé des freins logistiques, etc. On vient d'en parler un instant sur les problèmes de décès à domicile, sur des problèmes d'HAD, de disposition, etc. Est-ce que ça explique les différences entre 30% réel et les 80% souhaités, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme l'information des professionnels aux patients ou l'entourage? Est-ce que ça stresse l'entourage aussi de gérer un décès à domicile? Voilà. Alors pour répondre à la première question, oui, la loi Leonetti 2005 et pourtant reste méconnue. Alors ça questionne toujours que ce soit un débat d'actualité de changer une loi alors qu'elle déjà elle n'est pas connue et pas appliquée. Et puis pour répondre à votre deuxième question, par rapport effectivement à ce décalage, alors je ne sais pas si j'ai suffisamment été claire, mais bien insister que il y a vraiment ce qu'on peut dire quand on est à peu près bien portant et la réalité quand la situation arrive, ce qui explique beaucoup des taux de réhospitalisation sur le dernier mois de la vie des patients. Il faut savoir qu'il y a 13% de patients qui sont en soins palliatifs, en accompagnement de fin de vie à domicile, qui le dernier jour vont être réhospitalisés. C'est aussi en grosse partie par la peur de la mort, par le patient lui-même, par la famille, et effectivement le manque de formation des soignants au domicile, alors qu'il n'y ait ou pas de technique, mais le manque de formation face à la prise en charge d'un patient en phase agonique. Voilà. Une situation récente d'un patient qu'on suivait conjointement, équipe mobile soins palliatifs Bayeux, HAD de Bayeux. On a un appel, là j'étais sur mon temps hospitalier, un appel d'une famille. On savait que l'épouse du patient serait potentiellement en difficulté. On l'avait pourtant aidé à cheminer. On a un appel comme quoi là c'était plus possible, il fallait le faire hospitaliser alors que clairement il était en phase agonique. Et on a accueilli un monsieur directement identifié soins palliatifs qui est décédé il arrivait, le brancardier, les ambulanciers l'ont mis sur le lit et on a constaté le décès. Donc oui, il y a encore cette réalité. Voilà.